Du coup, bonjour à tous. Je m'appelle Timothée Kellard, donc je suis cofondateur d'EcoDev et donc je suis ravi d'animer ce webinaire ce matin en compagnie. Peut-être je te laisse te présenter, Émeric, Oui, Aymeric d'Alençon, donc je suis avocat en droit social au sein du cabinet CWA. et Mathilde Espac, qui est fondatrice de Guide 17, qui prendra la parole par la suite. Qui sommes-nous? Alors, je voulais rapidement introduire effectivement EcoDev, puisque du coup, ça fait quand même de nombreuses années qu'on est membre de la PCC maintenant. EcoDev, c'est un cabinet de conseil donc, du coup, qui accompagne les employeurs dans leur politique RSE et développement durable, avec un certain nombre d'activités qui vont du conseil stratégique à des démarches de mesure d'impact, en passant par une démarche très opérationnelle sur le déploiement des actions, ainsi que la conduite de changement, avec différentes thématiques qui vont aussi bien donc des indicateurs socio-environnementaux, carbone, également mobilité durable, qui est le sujet d'aujourd'hui, et pour finir aussi la biodiversité ou l'économie circulaire. Donc, on voulait introduire ce webinaire en ayant un ordre de grandeur des enjeux de la mobilité quotidienne. Donc, on va zoomer principalement là sur les trajets quotidiens, donc des chiffres clés qui vont permettre de comprendre finalement de quoi on parle. Les trajets quotidiens, c'est environ 10% des arrêts de travail du coup pour un employeur, ce qui du coup a des conséquences dans la productivité, on va dire, bien évidemment. C'est aussi un tiers de l'empreinte carbone qui est générée par les transports, tous secteurs confondus. Donc, on voit que la mobilité, c'est un tiers de notre enjeu. Finalement, si on prend l'angle climatique, c'est aussi beaucoup de temps passé, 10 heures à peu près dans les déplacements par semaine et la moitié, donc 5 heures, dans les trajets domicile-travail. Donc, c'est une activité à part entière et des distances du coup qui sont relativement faibles, puisque du coup la moyenne des trajets est autour de 5 km et on a 50% des trajets qui sont inférieurs à 7 km ou 9 en fonction des sources, avec un taux de remplissage extrêmement restreint, faible, puisqu'on est à 1,08, donc on dépasse une tonne 2 en moyenne pour une seule personne, donc on a un vrai gain, finalement, une optimisation potentielle, et aussi des optimisations sur les coûts, puisque c'est la deuxième source de dépenses des ménages après le logement, environ 6 000 € par an. Et c'est, pour finir, dans les réjouissances, c'est la troisième cause de mortalité évitable après le tabac et l'alcool. Donc, on a des réels enjeux sanitaires associés à ces déplacements. On voulait aussi reprendre quelques chiffres liés au contexte actuel et la crise finalement du Covid, avec 70% des franciliens qui veulent aujourd'hui changer leurs habitudes. Donc, c'est une majorité drastique, avec à peu près un Français sur 6 qui souhaite révolutionner finalement sa mobilité, en tout cas la faire évoluer et changer de mode, par exemple, ou avoir une fréquence bien différente. On a eu une explosion de l'usage du vélo, vous l'avez sûrement constaté. Donc, finalement, avec les campagnes d'accompagnement, les coups de pouce sur les réparations, on est à quasiment 1 million de vélos déjà réparés, et puis une augmentation d'environ 30% de l'usage, ce qui du coup amène forcément les employeurs à traiter le sujet et la thématique, finalement, puisque du coup on a de plus en plus de vélos en bas des entreprises, et il va falloir cadrer au mieux ces sujets. Donc ça tombe bien, parce que la loi d'orientation des mobilités, qui est la réglementation associée à ces déplacements quotidiens, a évolué. Alors la LOM est bien plus large, finalement, a des objectifs d'aider finalement nos enjeux de transition écologique, énergétique, mais également d'accorder un certain nombre de nouvelles, on va dire, thématiques ou de responsabilités, à la fois aux employeurs, mais aussi, d'ailleurs, de manière générale, aux infrastructures pilotées par les autorités organisatrices de la mobilité ou l'État. Donc, pour avoir des déplacements plus sûrs, mieux connecter la France au grand système d'échange européen sur les déplacements, ou d'accorder des politiques de mobilité plus en phase avec la réalité des territoires et de prioriser les aménagements les plus adaptés. On peut prendre l'exemple, par exemple, de la politique vélo, du plan national vélo, qui a des objectifs de tripler, voire quadrupler les chiffres aux horizons 2024 ou 2030, et donc qui nécessite un certain nombre d'aménagements. Il y a la politique ferroviaire aussi, prise en compte dans la loi d'orientation des mobilités. Finalement, la LOM se veut être une loi très structurante sur les sujets de la mobilité au sens large, pour finalement tout le pays. On a voulu quand même prendre un certain nombre de points qui ressortaient de cette LOM et qui ont des impacts directs associés aux employeurs. Donc, on a quand même des grosses échéances qui sont
à moyen et long terme. Je prends l'exemple de la fin des ventes des véhicules thermiques à 2040. Alors, l'actualité fait que les Anglais nous ont devancés sur leur objectif ou leur ambition, puisque du coup, eux sont partis sur une échéance à 2030. Et donc, on voit que ça va avoir des conséquences, au moins sur la rotation des véhicules dans le parc, et où la part, par exemple, des véhicules électriques ou rechargeables, ce qui du coup nécessite des infrastructures qui vont évoluer. Donc on a la première évolution, c'est l'évolution des infrastructures, exemple les parkings à vélo ou le nombre de bornes de recharge dans le monde des entreprises, des bâtiments, et l'évolution du parc. On a d'autres échéances sur l'évolution des parcs avec des pourcentages associés au renouvellement des flottes, par exemple, sur les véhicules en leasing. Donc, tous les ans, là, on va avoir un certain nombre de pourcentages à intégrer dans le renouvellement de ces véhicules, sachant que les leasings sont sur des durées de 2, 3, 4 ans. C'est maintenant qu'il faut anticiper donc ces rotations pour éviter de se retrouver en non-conformité. Et donc, c'est ce qu'on peut appeler le verdissement finalement des flottes auto, avec également des infrastructures aussi à faire évoluer. On a une autre contrainte ou une autre évolution plutôt finalement qui est liée aux zones à faible émission. Les zones à faible émission, c'est les zones où les voitures n'ont plus le droit ou uniquement des véhicules à faible émission, donc type électrique ou éventuellement hybride. Donc c'est interdiction et ou contrainte forte sur l'accès de certains centres-villes principalement. Vous avez une vingtaine d'agglomérations qui vont lancer ces thématiques d'ici la fin de l'année. L'Europe nous contraint beaucoup sur l'évolution de ces politiques mobilité avec par exemple, des enjeux d'accès dans un centre-ville pour un certain nombre de collaborateurs, de livreurs, et aussi éventuellement des nouvelles contraintes type péage urbain, contrôle d'accès. Voilà. Donc on a quand même un certain nombre de points à anticiper pour ne pas se retrouver à ne plus pouvoir aller au travail dans certaines agglomérations. Et puis une dernière actualité qui est du coup assez contraignante finalement, puisque du coup on sait que c'est bien d'être volontaire, mais un certain nombre d'employeurs ont du mal à intégrer cette thématique, puisque ce n'est pas historiquement dans leur fonctionnement. Vous avez 60% des Français qui ne peuvent plus ou qui ne peuvent pas télétravailler, donc on voit que les solutions actuelles qui répondent aux enjeux sanitaires ne sont pas satisfaisantes, puisque du coup elles ne vont pas pouvoir concerner la majorité, avec une disparité en plus sur le territoire. Donc on a une vraie obligation qui est d'intégrer ces thématiques à minima à court terme sur les enjeux sanitaires actuels. Et on a aussi de plus en plus de retombées en termes de marque employeur et d'image qui sont en train d'arriver. J'ai pris l'illustration de l'INSA, de la SNCF, qui a récemment pris la parole et rentre finalement ouvertement en conflit avec la direction sur les sujets du déploiement des forfaits mobilité durable et ou surtout de l'intégration de la mobilité dans les NAO. Donc on voit que ça peut cristalliser un certain nombre de points qui ont des enjeux quand même assez importants en termes de marque employeur, d'attractivité et ou de climat social. Voilà, pour finir du coup sur les lois d'orientation mobilité, donc cette thématique de mobilité est intégrée dans les négociations annuelles obligatoires. Donc Aymeric va nous en parler plus précisément, ainsi que Mathilde par la suite. Mais on peut commencer à comprendre qu'on a différents angles qui sont intéressants à intégrer dans cette réflexion. C'est à la fois les coûts, les nouveaux usages, mais aussi l'organisation du travail avec la prise en charge des frais qui nécessite du coup que les employeurs cadrent au mieux et se préparent sur ces thématiques. Je vais laisser la main maintenant à Aymeric. Merci Timothée. Donc Aymeric d'Alençon, je suis avocat spécialisé en droit social, donc je conseille les entreprises dans les problématiques de droit du travail et les questions de négociation annuelle obligatoire. Quand on se pose la question des enjeux de la mobilité au sein des NAO, c'est vrai qu'on est un peu partagé entre considérer d'abord le côté positif des choses, c'est-à-dire que c'est l'entrée de la mobilité comme sujet de négociation annuelle obligatoire. Et puis, il y a des éléments un peu plus, je dirais, de réserve, puisque si une entreprise souhaite, je dirais, traiter le sujet par le petit bout de la lorgnette, c'est possible. Ce que je disais, c'est que c'est un peu comme... je pensais à l'humeur du ministre de l'écologie qui, le matin, a l'impression de changer le monde. Ça, c'est le côté, la mobilité va entrer dans les négos et c'est une bonne chose. Et puis, peut-être le soir, il considère qu'il y a d'autres considérations qui ont limité son champ d'application. Donc, on va voir qu'en réalité, je pense qu'il faut penser la mobilité pour l'employeur, mais Mathilde le dira aussi pour les
les salariés, côté salarié, comme une opportunité, pas forcément juridique. Alors, il y a des opportunités juridiques d'exonération, mais en termes de relations sociales, parce que c'est un sujet qui est moins conflictuel que les autres. Donc, la recherche d'un consensus est plus facile sur ce sujet que sur d'autres. Et puis, c'est aussi un sujet vraiment ressources humaines, puisque c'est un facteur d'attractivité dans le recrutement et de fidélisation des salariés qui sont présents. Euh, alors, l'obligation légalement, elle concerne qui? Elle concerne les entreprises qui sont soumises déjà à l'obligation de négocier sur l'égalité professionnelle et la QVT. En pratique, c'est les entreprises d'au moins 50 salariés dans lesquelles il y a un délégué syndical qui a été désigné. La deuxième condition pour être soumis à l'obligation de négocier sur la mobilité, c'est d'employer au moins 50 salariés sur un même site. Cette négociation, les directeurs des relations sociales ou les RH sont habitués. Les interlocuteurs, ce sont les délégations de chaque syndicat représentatif, s'il y en a plusieurs, avec au moins le délégué syndical. S'agissant du thème de la négociation, le thème porte sur la mobilité des salariés. Donc, c'est la mobilité des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail. Donc, un thème qui est plus restreint que les mobilités professionnelles, notamment de l'entreprise au sens large. Et on est fléché, je dirais, le contenu qui est envisagé par la loi vers la réduction du coût de cette mobilité. On en reparlera avec le forfait mobilité. Et puis, l'incitation à l'usage des modes de transport vertueux. Et puis, donc, ce que je disais, la prise en charge des frais de transport personnels. Donc, on est quand même un peu fléché coût, mais en pratique, le champ de la négociation peut être évidemment beaucoup plus large. Hein. On le voit dans les accords ambitieux dont parlera Timothée en fin d'intervention. Ça peut être le télétravail, ça peut être la mise en place de flottes vélo, développement d'applis de covoiturage entre salariés, de gestion des parkings, etc. Donc ça, c'est vraiment l'obligation de négocier de l'employeur au sein de la NAO. Le petit bémol, évidemment, c'est que l'obligation de négocier, alors elle est quand même, voilà, elle est dans le Code du travail, elle est formelle. Donc, si employeur, je ne négocie pas sur ce sujet, je suis potentiellement en délit d'entrave, donc c'est un délit pénal hein, de ne pas négocier sur ce sujet, et je peux risquer aussi au civil même une suspension de mesures que je souhaiterais prendre de manière unilatérale sans avoir au préalable négocié. En pratique, ce risque, il se matérialise rarement. Je pense que c'est plutôt un risque, comme on l'a vu, de réputation et de climat social interne. Parce que, voilà, il faut venir là-dessus, à défaut d'accord, eh bien, l'employeur a l'obligation, et là, cette obligation, elle est contenue dans le Code des transports et pas dans le Code du travail, a l'obligation de mettre en place un plan de mobilité employeur. Et là, c'est assez étonnant aussi, c'est que le plan de mobilité employeur, donc qui est censé être mis en place à défaut d'accord, il est beaucoup plus ambitieux que le sujet de la négociation, en tout cas telle qu'elle est rédigée dans le Code du travail. Et moi, je trouve que si on doit se préparer à une négociation sur la mobilité, en fait, il faut prendre le contenu d'un plan de mobilité employeur avec des objectifs qui sont beaucoup plus larges. Hein. Vous le voyez, c'est certes améliorer la mobilité du personnel, mais aussi augmenter l'efficacité des développements liés à l'activité de l'entreprise, donc avec une réflexion globale sur les déplacements dans l'entreprise, objectif de diminution des gaz à effet de serre. Donc, je dirais qu'il y a voilà, à mon sens, si on veut bien préparer sa négociation mobilité, il faut aller regarder du côté du plan de mobilité employeur, et notamment dans son contenu, puisque même si ce n'est pas obligatoire pour la négo, eh bien là, on suggère de faire une évaluation de l'offre de transport, une analyse des déplacements domicile-travail et professionnel, et puis mettre en place un programme d'action. Donc,
Voilà, je pense que les dispositions du code de transport peuvent servir à préparer la négociation, même si, eh bien, encore une fois, petite déception, si je n'arrive pas à un accord et je ne mets pas en place de plan de mobilité employeur, il n'y a pas aujourd'hui de sanctions financières. Ça va peut-être évoluer puisque la Convention citoyenne, donc mis en place à la suite de la crise des Gilets jaunes, a fait une proposition qui est censée être reprise par le législateur, en tout cas le président Macron s'y est engagé. Euh, la Convention citoyenne a proposé la mise en place d'une sanction pour les entreprises qui ne mettraient pas en place un plan de mobilité employeur sur le modèle de ce qu'on connaît en droit du travail assez bien en matière d'égalité professionnelle. Si vous ne mettez pas en place un plan pour l'égalité, il y a une sanction financière qui peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Donc, on risque d'aller quand même vers ça, d'où l'intérêt de se saisir du sujet avant qu'il y ait un bâton qui arrive. Ensuite, comme je vous le disais, on est quand même fléché sur la question de la prise en charge des frais de transport. Alors, je ne reviendrai peut-être pas dans le détail sur la prise en charge qui existe, la prise en charge obligatoire des frais de transport en commun. La nouveauté est plutôt, alors sur les frais de carburant et d'alimentation, là j'allais dire un détail, c'est qu'on a ajouté les frais d'hydrogène, mais c'est évidemment plutôt la possibilité, de prendre en charge les frais de transport personnel, mais via le forfait mobilité durable qui remplace l'indemnité kilométrique vélo, avec des nouvelles dépenses éligibles, on va dire, soit dépenses de cycle, bon, ça c'était l'indemnité kilométrique vélo, également les dépenses de covoiturage, transport public, mais hors frais d'abonnement. Là, c'est pour pouvoir faire des mix, euh, notamment cycle transport public, parce qu'on sait qu'il va peut-être être difficile de prendre un cycle toute l'année. Le salarié va peut-être prendre ponctuellement les transports publics et à ce moment-là, à l'unité. Et puis enfin, la prise en charge des frais de services de mobilité partagés. Alors là, en location, cyclo, moto, vélo, engin de déplacement professionnel. Alors c'est vrai que je lisais récemment, je ne l'avais pas réalisé, mais les frais de trottinette, par exemple, ne peuvent être pris en charge en théorie que via un service de location et pas un service, la prise en charge de frais personnels. Donc voilà pour les dépenses. Sur la mise en place du forfait, là aussi en droit du travail, c'est assez classique. Soit un accord d'entreprise ou de branche, mais je doute que les branches se saisissent de cette problématique qui est quand même très propre à chaque entreprise et qui nécessite un diagnostic proche du terrain. Et puis, à défaut, si on n'arrive pas à un accord, eh bien, on peut prendre une décision unilatérale. Le plan de mobilité, d'ailleurs, employeur, peut être qualifié, à mon sens, de décision unilatérale après consultation du CSE. Là, je pense que Mathilde en parlera. Le CSE peut revenir dans la boucle, je dirais, de la mobilité via cette décision unilatérale. Ensuite, à l'intérieur, dans cet accord d'entreprise, dans cette décision unilatérale, eh bien, on détermine les dépenses, les critères d'éligibilité. Et là, c'est vrai qu'il y a un peu je dirais un doute qui est mis par une formulation au sein du décret forfait de mobilité durable sur une égalité, c'est-à-dire que le texte indique que tous les salariés doivent bénéficier dans les mêmes conditions du forfait mobilité durable. Je pense que ça n'empêche pas de mettre des critères d'éligibilité, de faire des différences selon les salariés. On pense notamment, c'est des questions classiques, aux salariés qui bénéficient déjà par exemple d'un véhicule de fonction. Est-ce qu'on peut les exclure du forfait mobilité durable? Et puis, il y a aussi le choix des dépenses. On voit des accords qui ciblent le forfait mobilité durable sur le cycle, par exemple, et qui excluent le reste des dépenses.
Voilà, c'est évidemment tout neuf, mais il ne me paraît pas impossible de faire des choix en fonction de l'analyse et du diagnostic que, que fait chaque entreprise de ces différents modes de transport. Et puis enfin, il y a la forme de la prise en charge qui peut être forfaitaire et alors ou via un titre mobilité, mais alors là malheureusement le décret de mise en place n'est pas encore paru, donc c'est pas encore tout à fait opérationnel. Et l'avantage clairement du forfait mobilité, c'est qu'il autorise de ne conserver, enfin que la preuve de l'utilisation soit faite juste via une déclaration sur l'honneur, ce qui est quand même je dirais, une facilitation assez grande. On n'est pas obligé de recueillir des justificatifs pour chaque dépense. Et enfin, évidemment, l'un des avantages, et ça c'est encore une fois un biais plus classique en droit du travail, et une des opportunités pour les employeurs, c'est évidemment le levier exonération de charges et d'impôts. Puisque le forfait mobilité durable peut être exonéré de cotisations de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu dans la limite de 400 € par an. Cette limite devrait être portée, alors ça a été voté en première lecture, hein, par la loi de finances pour 2021. Avec un texte qui est pas très clairement rédigé, il faut être honnête sur les questions du cumul entre forfait mobilité durable et frais de transport public. Et disons que pour simplifier, en tout état de cause, eh bien, il y a une exonération au niveau des frais de transport public. En tout cas, le cumul forfait mobilité durable et frais de transport public ne peut pas remettre en cause l'exonération de frais de transport public si elle est supérieure à 400 € et bientôt à 500 €. Alors, ces montants peuvent paraître assez faibles quand on voit le niveau, je dirais, du coût, notamment en Île-de-France, hein, des transports. Alors, c'est vrai que le passage à 500 € va peut-être débloquer un peu les entreprises qui se posaient la question de l'intérêt de la mise en place de ce forfait mobilité durable. Donc voilà, je pense qu'il y a, encore une fois, dans le cadre de la NAO, on peut avoir un accord peu ou pas ambitieux. On le voit, des accords qui se contentent de reprendre une indemnité kilométrique vélo et de la transformer en forfait mobilité durable, ce qui est tout à fait possible. J'ai même euh, vu un accord là, qui justifiait l'accord POMA, pour ne pas citer l'entreprise, j'espère qu'elle n'est pas présente, mais qui justifie la faiblesse de la prise en charge par le taux d'accidentologie élevé de la conduite en vélo, ce qui me paraît quand même assez étonnant. Mais on a des accords évidemment beaucoup plus ambitieux, on en parlera, je pense, tout à l'heure. Voilà, je vais laisser maintenant la parole à Mathilde. Merci, Aymeric. C'est bon. Alors, merci, merci Aymeric, merci Timothée. Donc, je m'appelle Mathilde Espax et pardon, je vais vous transmettre les slides. Je vous la montre, j'en profite, il y a beaucoup de questions, donc j'essaie d'en traiter un certain nombre. Il y en a d'autres qu'on ne peut pas traiter, mais elles seront traitées soit à la fin, soit lors d'un petit compte-rendu qu'on fera, comme Suzy le précisait. Voilà, espérant que ce soit le bon timing pour que Mathilde affiche. Si tu préfères, je peux t'afficher le PowerPoint. Hein. En principe, c'est bon. C'est bon? Excusez-moi.
Alors oui, donc excusez-moi, donc je m'appelle Mathilde Espax, donc j'ai cofondé la société Gate 17, donc qui est le groupe d'action pour le travail et l'environnement, il y a un peu moins de 2 ans. Donc, c'est un cabinet de conseil aux représentants du personnel, donc aux instances représentatives du personnel que sont les CSE et les organisations syndicales à tous les niveaux de négociation, donc que ce soit au niveau de l'entreprise, de la branche ou au niveau confédéral. Donc, on s'intéresse de façon assez expérimentale finalement, puisque aujourd'hui, les cabinets historiques d'expertise pour les IRP, donc les instances représentatives du personnel, ne proposent pas d'accompagnement sur la question environnementale, alors même que les salariés et leurs représentants aujourd'hui déjà sont sollicités, comme on peut le voir avec cette nouvelle loi, sur les enjeux environnementaux, et d'autre part, de manière volontaire, veulent s'intéresser à ces sujets. Ça a notamment été le cas lors des débats parlementaires pour cette loi, puisque les organisations syndicales ont demandé à participer à ce que ce thème devienne une thématique des NAO au sein de la qualité de vie au travail. Donc, au-delà de ça, je voulais quand même rappeler que la loi l'homme donc, a été adoptée aussi du fait du manque de réussite finalement des plans de mobilité qui s'appelaient auparavant les plans de déplacement d'entreprise qui étaient censés être mis en place de façon volontaire par les employeurs. Et au vu voilà, du manque de motivation de certaines directions et du manque de réussite de ces plans de déplacement d'entreprise, il a été décidé d'en faire un thème de NAO et donc d'obliger au moins l'ouverture de la discussion, puisque les thèmes de NAO ne sont pas forcément toujours une réussite. Et finalement, il arrive bien souvent qu'un échec des négociations soit constaté, et donc, dans ce cas, l'employeur doit, de façon unilatérale, organiser ce plan de mobilité. Alors moi, je voudrais revenir sur les intérêts de justement rentrer dans des négociations de la meilleure façon, et comment ouvrir ces négociations qui sont assez originales dans la mesure où effectivement, du côté des directions, ce n'est pas forcément à la base un sujet RH, mais plus RSE, et que voilà, on constate aussi, mais c'est peut-être intéressant de travailler dessus, que les RH et la RSE travaillent très peu ensemble, et que la RSE a des difficultés à justement travailler avec les salariés pour mettre en place certaines choses au niveau interne, ou bien simplement communiquer avec les salariés sur les stratégies et les actions qu'ils mettent en place. Alors même que les salariés ont une forte demande aujourd'hui de pouvoir s'intéresser à ces sujets, être impliqués dans ces sujets et être représentés. Et pour être représentés aujourd'hui, il y a un seul organe légitime peut l'être, donc à travers que ce soit deux en réalité, donc le CSE, qui sont les élus du personnel, donc élus aux élections professionnelles tous les 4 ans, en principe dans les entreprises, et les organisations représentatives syndicales dans l'entreprise, voilà, qui participent aux négociations. Donc voilà, comme je vous le disais, les salariés, on peut le voir, je vous ai mis des petits indicateurs, on peut le voir, sont de plus en plus intéressés par ces sujets. On voit notamment que 60% des salariés recommanderaient leur entreprise uniquement sur l'implication de l'entreprise sur des thématiques RSE. On a 15% des salariés seulement qui se disent impliqués dans ces démarches, alors même que 70% d'entre eux voudraient être davantage impliqués. Donc, on se rend compte de l'importance de cette thématique en entreprise pour des questions d'attractivité du personnel, pour des questions de rétention des talents et d'implication, voilà, de motivation, de productivité, tout ce que ça peut générer, un bon climat social et des salariés qui se sentent, voilà, dont les convictions sont reprises par leur employeur.
Donc, au niveau des enjeux, donc, on en a parlé, Aymeric et Timothée en ont parlé, on parle d'enjeux économiques et là-dessus, les représentants du personnel sont particulièrement pertinents pour en discuter, puisque les questions de pouvoir d'achat et de rémunération de rémunération des salariés sont souvent source de négociations. Donc, c'est quelque chose d'assez habituel pour les représentants salariés. Au niveau des enjeux sociaux, de la même manière, évidemment. Cette thématique a été insérée au niveau de la qualité de vie au travail. On peut comprendre pourquoi, évidemment, puisque, comme le disait Timothée, la pénibilité que génèrent les trajets domicile-travail pour les salariés est particulièrement importante, notamment en Île-de-France, mais pas seulement. On passe 1h30 par jour en moyenne pour aller au travail. Et c'est quelque chose, effectivement, qui doit être un sujet abordé au sein du dialogue social de l'entreprise pour essayer d'optimiser, améliorer cet état. Au niveau de l'environnement et de la santé publique, alors ça, au niveau de la santé, les IRP sont assez familiers avec la notion de santé, puisque maintenant les CSE ont repris les attributions des anciens CHSCT, qui sont les comités d'hygiène et de santé et de sécurité au travail. Donc là, c'est vrai que ça dépasse l'activité en interne de l'entreprise. Pour autant, le trajet domicile-travail fait partie du temps de travail finalement du salarié pour se rendre sur le sol du travail. Donc, les accidents de transport générés par ces trajets sont quand même une source de problématiques que l'employeur doit prendre en jeu. Donc, pourquoi passer par la négociation ? L'idée, en fait, d'ouvrir cette thématique à la négociation, c'est aussi de l'ouvrir à un diagnostic qui va être plus étendu que ce que peut faire l'employeur de son côté. Donc, c'est vrai que ce qu'on remarque aujourd'hui pour la négociation qui est mise en œuvre sur les premiers plans de mobilité qui ont été adoptés cette année, même s'il y en a peu, on peut quand même se rendre compte que ce soit le diagnostic, que ce soit les mesures envisagées à insérer dans l'accord, on se rend compte que les choses diffèrent selon les propositions de la direction, selon les propositions des délégués syndicaux. Donc, on se rend compte que la direction, en général, c'est quelque chose de général, évidemment, ça prend plusieurs formes en fonction des entreprises, mais très souvent, c'est vrai que la direction va s'intéresser à rigoureusement suivre les textes, effectivement, et à opérer un diagnostic, comme elle pouvait le faire auparavant de façon unilatérale, sur tout le transport. Et donc, comment mettre en place ce fameux forfait de mobilité durable, et alors même que d'autres enjeux peuvent être pris en compte, du type notamment télétravail, comme disait Timothée, et du type mobilité autre que forcément les flottes électriques ou le vélo, et notamment le covoiturage qui est très sollicité et l'amélioration des transports en commun. Au niveau du diagnostic fait aussi par les deux parties, donc au niveau des salariés, on va retrouver ce qu'ils ont l'habitude de faire et qui fonctionne bien, notamment des enquêtes d'attente des salariés qui sont souvent plus poussées et parfois plus pertinentes que celles opérées par la direction, étant donné que les CSE ou les représentants syndicaux ont des canaux de communication avec les salariés qui diffèrent de ceux de la direction et qui peuvent être source de nouvelles informations. Donc, au niveau du diagnostic, au niveau des mesures prises, donc, comme je vous le disais, la direction est souvent
cantonné au FMD qui effectivement intéresse bien sûr les salariés en termes de pouvoir d'achat. Donc, on va chercher à avoir effectivement de façon financière quel montant elle va pouvoir allouer au FMD, quels vont être les critères de vérification des factures, etc. Comment mettre en place le titre mobilité qui aujourd'hui et dont on attend un décret donc, qui est assez flou aujourd'hui pour les employeurs, et va s'intéresser à l'aménagement des infrastructures voilà, pour la mise en place de ces mesures. D'un autre côté, on remarque que les aspirations des salariés et de leurs représentants vont bien au-delà, effectivement, de cette question du forfait mobilité durable ou des infrastructures, et peut présenter des thématiques qui concernent notamment l'organisation du travail. Donc, comme on le voit aujourd'hui, effectivement, le télétravail est de plus en plus sollicité. Alors, pas du tout comme comme il est mené aujourd'hui, hein, de façon inattendue, un peu abrupte et qui ne satisfait pas tout le monde, bien sûr. Mais c'est pour ça que dans l'idée de le généraliser et de pouvoir l'appliquer aux personnes justement qui sont intéressées, c'est important de faire un travail de fond avec le représentant du personnel pour savoir comment mettre en place ce télétravail et qui de façon volontaire, pourrait être intéressé afin effectivement de limiter la mobilité et les déplacements domicile-travail, dont certains effectivement ne sont pas forcément nécessaires. On entend aussi parler de ces nouveaux tiers-lieux qui pourraient être mis en place voilà, de façon, c'est-à-dire que de décloisonner finalement le lieu de travail en faisant plusieurs lieux où les salariés pourraient se retrouver plus près de leur domicile, au lieu de finalement tous se retrouver à l'extérieur des villes, comme c'est souvent le cas. Il y a le cas aussi des plans interentreprises qui est tout à fait possible. Donc, le plan interentreprise, c'est l'application d'un plan, mais donc avec des entreprises qui seraient sur le même site. La création d'une commission de suivi, donc là on en parlera après, qui permettrait donc aux représentants du personnel, à la direction, mais également des personnes externes ou des conseils ou des experts, de suivre ce plan de mobilité et de le faire évoluer en fonction des demandes. Et enfin, quelque chose qui revient souvent, effectivement, puisqu'on parle de mobilité, la question d'ouvrir ce dialogue sur la mobilité professionnelle, qui est un enjeu extrêmement important aussi, puisque là, dans ce cas-là, effectivement, si on demande aux salariés voilà, de faire des efforts et on essaie de les accompagner sur la réduction de leurs déplacements domicile-travail, il est intéressant, dans le même cas, voilà, de se réinterroger sur l'importance et la nécessité de la mobilité professionnelle, de la façon dont elle est appliquée aujourd'hui dans l'entreprise, et de pouvoir se projeter sur quelque chose de plus responsable à l'avenir. Donc voilà, donc évidemment, la négociation n'est pas forcée de réussir, hein, tout dépend des négociations et comment évoluent ces discussions. En tout cas, c'est vrai qu'un échec des négociations génère pour un peu n'importe quelle thématique toujours un peu les mêmes conséquences, c'est-à-dire une dégradation du climat social, puisque les représentants ne se sentent pas écoutés, ne se sentent pas et vont pouvoir communiquer là-dessus, évidemment, via leurs canaux de communication classiques envers les salariés, en expliquant pourquoi la négociation n'a pas abouti. Donc, cela génère différentes problématiques, notamment de crispation des acteurs dans les futures négociations, donc de négociations avec les
délégations syndicales, mais également au sein du CSE qui se réunit fréquemment avec l'employeur et qui demandera effectivement des comptes sur le manque de réussite de ces négociations. C'est aussi une question de marque employeur, évidemment, au niveau de la rétention des talents, au niveau du recrutement, au niveau de la motivation des salariés. Un échec des négociations impacte toujours finalement l'image de l'employeur vis-à-vis de ses salariés. Et de savoir et de pouvoir s'expliquer effectivement sur un échec des négociations auprès de ses salariés sur la question de la mobilité, c'est assez difficile. Donc, il va falloir essayer de trouver quand même un cadre commun pour l'élaboration de ces négociations, surtout que, comme le disait Aymeric, c'est un sujet finalement un peu moins clivant que les sujets habituels et historiques, économiques, financiers ou sociaux. Voilà, il s'agit de quelque chose qui se passe hors de l'entreprise. C'est quelque chose qui dépasse les sujets habituels, puisqu'il est question quand même de santé publique et d'environnement. Des questions aussi d'accidents de travail. Comme disait Timothée, c'est la 3e cause de mortalité en France. Donc, arriver à dépasser les postures habituelles, au moins sur ces questions-là qui sont nouvelles. Et c'est pour ça que je voulais vous parler d'un cadre qui existe aujourd'hui et qui est intéressant. Alors, il s'agit une formation commune de l'INTEF. Alors, l'INTEF est l'Institut national du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle, qui fait partie du ministère du Travail. Donc, il y a quelques temps, donc c'est après les lois El Khomri, le gouvernement a créé une cellule au sein de l'INTEF qui s'appelle Format Dialogue. Et ce sont des formations communes au dialogue social. Alors, c'est quelque chose qui a été récupéré en fait du dialogue social québécois et qui permet de suivre des négociations dès le diagnostic de façon commune entre la direction et les représentants salariés. C'est-à-dire que le ministère du Travail a sélectionné plusieurs organismes de formation ou d'expertise pour accompagner les élus CSE ou les représentants syndicaux et leur direction sur des thématiques variées. L'idée étant d'éviter que les parties fassent comme on le fait habituellement, chacun de leur côté, leur expertise et leur diagnostic, puis se retrouvent en confrontation pour essayer de convaincre l'autre que sa solution, son diagnostic est le meilleur et donc la mise en œuvre aussi. L'idée ici, c'est de commencer dès le diagnostic à le créer ensemble avec une expertise commune, donc un expert, un formateur ou un animateur, et de A à Z de passer la négociation ensemble. Donc, je vous ai donné quelques éléments. Donc, le but est la construction d'un accord collectif. C'est le cas ici, mais ce n'est pas forcément le cas à chaque fois. En fait, ça peut être aussi la création d'une UES, ça peut être un problème vis-à-vis d'une commission en particulier du CSE qui doit être un petit peu débloquée. Voilà. Mais dans le cadre d'une négo d'accord, c'est tout à fait possible aussi. Donc, les partenaires sociaux sont invités à se présenter ensemble auprès de l'INTEF pour demander d'être accompagnés sur la durée de la négociation. Et donc, ils sont accompagnés par le même expert ou même animateur ou formateur en fonction du besoin. Et donc, les informations qui sont données sont les mêmes pour tous et l'idée est d'être accompagnés ensemble sur ces sujets afin de réussir ces négociations ou de ne pas forcément les réussir, mais en tout cas, tout le monde a eu la même information. Et effectivement, si les personnes ne se retrouvent pas, si les parties ne se retrouvent pas, au moins, ils auront essayé de le faire de façon commune depuis le départ. Je trouve que c'est un cadre intéressant dans la mesure où cette thématique est quelque chose de nouveau et l'expertise notamment est quelque chose de nouveau également, puisqu'il faudra intervenir, contrairement aux négociations habituelles, non pas seulement des acteurs de l'analyse économique, financière ou sociale, mais des experts du type EcoDev, notamment sur
sur la question de l'importance de la sensibilisation et de prise de mesures pour la réduction de nos émissions. Voilà, donc pour finir, je voulais vous parler… Pardon. Pour finir, oui, je voulais vous parler donc, de l'instauration justement d'un dialogue environnemental au sein de l'entreprise. Alors ça, c'est quelque chose que nous avons initié et qui aujourd'hui est une belle réussite dans les entreprises qui l'ont mis en place. Donc au-delà de la mobilité, mais la mobilité en fait partie, la question environnementale génère voilà, un nouvel intérêt, hein, que ce soit pour les salariés, que ce soit pour les directions, pour respecter la réglementation ou aller au-delà et innover et être un peu moteur de ces nouveaux sujets. Alors, on a décidé d'accompagner donc les CSE à créer des commissions environnement. Donc, pour créer une commission environnement, il faut passer par accord d'entreprise. Donc, la direction doit aussi être partie prenante. Ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement que ces commissions génèrent de nouveaux débats et que les salariés sont très intéressés potentiellement d'en faire partie, puisqu'il est tout à fait possible de faire partie d'une commission CSE pour travailler telle ou telle thématique. Ces commissions vont travailler avec les directions RH et les directions RSE, puisqu'il s'agit des sujets environnementaux. Ce qui est intéressant de voir, comme je le disais au début, effectivement, c'est que du coup, cela force les directions RH et les directions RSE à communiquer, ce qui n'est pas toujours le cas, et à se rendre compte finalement, pour la RSE, qu'un canal intéressant de communication peut passer via la RH ou via le CSE, et que les RH constatent effectivement que la RSE est un enjeu en interne, en tout cas, qui concerne les salariés. Voilà, et au niveau des tiers, la commission environnement, au même titre que les autres commissions, peut faire appel à des expertises, peut faire intervenir des personnes externes. Et donc, le dialogue social qui aujourd'hui existe en entreprise est structuré et légitime pour représenter les salariés, devient voilà, un lieu d'échange finalement sur la thématique environnementale qui permet de regrouper tous ces acteurs et de mutualiser ainsi les expertises et les canaux de communication. Merci. Voilà, je laisse la main, Timothée. Oui, merci. Donc, je reprends la main. L'idée maintenant, c'est d'arriver quand même à un sujet qui est les grandes étapes pour arriver justement à coucher finalement d'un bon accord, ou en tout cas, quelles seraient les grandes clés ou les moments importants à ne pas louper. Donc, on a essayé d'illustrer ça de manière assez simplement. Déjà, sur le sujet des thématiques qui peuvent être traitées au niveau opérationnel, j'ai envie de dire. Alors, sans parler des sujets, c'est peut-être pas le bon vocabulaire, mais alors, je vais peut-être tout afficher. Mais on a essayé de mettre un peu les sujets avec les petits traits en contour, traits bleus, les sujets qui peuvent être traités directement dans le cadre du forfait mobilité durable ou dans le cadre finalement des incitations que les employeurs pourraient piloter et qui auraient des conséquences. Donc on a essayé là, dans ce petit graphique de mettre en haut à droite finalement toutes les actions qui vont avoir finalement une réponse aux enjeux actuels, à la fois aux enjeux climatiques et en même temps aux enjeux de confort ou de capacité à s'intégrer dans le monde de l'entreprise. Donc on voit là, par exemple qu'il y a le sujet de la non-mobilité ou la mobilité, finalement très d'actualité, mais il y a aussi toute la thématique des modes actifs qui sont illustrés par exemple par le vélo. Donc voilà, bon, c'était simplement pour faire une synthèse, pour bien montrer qu'un employeur a un certain nombre de leviers. Bien évidemment, il ne peut pas influencer ni avoir, on va dire, la main sur un certain nombre de sujets comme les biocarburants ou toute la partie, on va dire, technique des motorisations. Mais il y a quand même un certain nombre de sujets sur lesquels il a un levier direct en termes de déploiement d'action. C'était simplement pour synthétiser et rappeler un peu les basiques. Mais finalement, les étapes clés pour arriver à
accoucher d'un bon, on va dire, d'une bonne NAO, d'une bonne négociation sur le sujet, elle passe, comme le disait Émeric, quand même par quantifier et idéalement utiliser, si ça a déjà été fait, un plan de mobilité ou des données en tout cas pour objectiver un certain nombre de points. On voit bien que quand on est au centre d'une zone urbaine dense ou d'une ville ou d'une agglomération comme Paris, Marseille ou en zone rurale, on n'a pas du tout les mêmes enjeux. Donc là, il y a un vrai sujet aussi d'accord groupe et de déployer des actions localement pertinentes. Donc la première étape, c'est d'obtenir des données, donc du coup quantitatives et qualitatives. Quand je dis quantitative, c'est par exemple quelle est la moyenne des temps ou la moyenne des distances parcourues par les salariés au quotidien, et des données qualitatives qui sont beaucoup plus liées aux enjeux du coup des comportements ou à un certain nombre de points. Je prends l'exemple de la piste cyclable qui a une rupture et qui du coup n'est pas sécurisée par exemple pour arriver sur le lieu de travail. C'est une donnée qualitative qui est quand même à intégrer dans la réflexion et dans le déploiement des actions. Ensuite, une fois qu'on a ces données, il est assez simple, finalement, via, encore une fois, par exemple, des études, des enquêtes, des analyses. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question sur le sujet des plans de mobilité avec une norme ou un cadrage. Donc, on avait fait une note avec la PCC et puis d'autres groupes de travail pour justement essayer de structurer et se tirer un peu vers le haut sur les plans de mobilité, parce que effectivement, c'est assez flou comme notion. Alors, il y a beau avoir des guides, des méthodos par l'ADEME, un certain nombre de points qui aident à objectiver. On voit de manière opérationnelle sur le terrain qu'un certain nombre de plans de mobilité sont quand même assez bancals sur l'intérêt. Donc, j'ai tendance à dire vaut mieux le faire, même si ça coûte un tout petit peu plus cher, mais avoir une utilité, que de vouloir se lancer dans une démarche qui ne sert pas à grand-chose. Il y a des proverbes qui achètent pas cher, achètent deux fois, par exemple. Mais voilà, au-delà de la blague ou de la remarque, c'est vraiment d'expliquer que l'enjeu, finalement, d'être accompagné ou de bien structurer son plan de mobilité au regard des enjeux globaux est complètement infime. Si vous prenez les chiffres qu'on a mis en avant, vous multipliez tout ça via un coût horaire même proche du SMIC et fois le nombre de collaborateurs, vous arriverez finalement assez rapidement à des centaines, voire des millions d'euros d'enjeux pour un employeur quand on parle de plusieurs centaines de collaborateurs. Et c'est vrai que ça nécessite, en tout cas notre sens chez Codev, on porte beaucoup cette thématique, qui est de créer un poste dédié à ces thématiques et de gérer les flux de mobilité. Donc une fois qu'on a analysé tous ces points, donc via généralement des études, on peut définir une politique et des actions qui vont être priorisées. Pourquoi? Parce que le vélo va être prioritaire peut-être en agglomération et le covoiturage en zone rurale. Donc on va positionner le curseur en fonction de ces enjeux et avoir une politique aussi définie sur idéalement une période de 2 à 5 ans et donc d'avoir toujours cette réflexion qu'on peut avoir dans d'autres projets qui est quel est mon coup de queen par exemple, ou l'action coup de poing qui peut être visuellement on va dire intéressante, ou en tout cas mettre en avant un certain nombre de sujets, et également être efficace ou avoir des retours sur investissement. Donc tout ça amène normalement à accompagner les négociations qui sont, comme le disait Mathilde, quelque part un consensus. Donc on peut se dire que les consensus tirent un peu vers le bas les ambitions, mais en tout cas on le mérite de mettre tout le monde d'accord et donc de pouvoir accompagner tout le monde dans la même dynamique. Donc c'est co-construction du plan d'action, donc ça paraît peut-être évident, mais c'est rarement ou pas souvent bien fait. Donc c'est intégrer les salariés autour de la table dans la réflexion qu'une direction peut avoir sur des investissements. Pourquoi je traiterai ce sujet en priorité plutôt qu'un autre? Quelles sont mes contraintes financières, infrastructures ou autres? Et la co-construction aide, et on le voit tous les jours dans nos ateliers, aide clairement à décristalliser un certain nombre de points, ou décrisper d'ailleurs, on peut dire les deux, et quand même plus efficace. Donc, évaluation aussi des impacts. Combien ça coûterait de déployer mon forfait mobilité durable? Quel est l'impact que j'ai en tant qu'employeur en termes de coûts, et quels seraient les gains associés? Parce que si vous retirez des voitures de la circulation, type voiture de fonction, à 10 000 euros par an en moyenne, vous vous retrouvez à financer un certain nombre de paquets de forfait mobilité durable. Donc, en fait, on peut aussi avoir le cas inverse, qui est de se dire, est-ce que mon investissement ne permettrait pas d'avoir des gains directs pour l'employeur, et à minima des gains, des co-bénéfices pour notre société, puisque là, ils sont assez flagrants. Sécuriser les propositions, donc ça, on est sur un nouveau cadre légal, on voit bien, Émeric l'a recité, il y a des articles ou des passages qui sont légèrement flous dans ces textes de loi, et donc du coup, ça nécessite quand même d'être accompagné par un spécialiste, d'où la présence d'Émeric, pour pouvoir s'assurer qu'un DRH, par exemple, ou un représentant du personnel propose quelque chose qui soit en conformité avec nos enjeux légaux, les risques URSSAF, par exemple, ou ce genre de sujet qu'on a à traiter quand même dans ces thématiques.
valider les négociations, accompagnées par un tiers de confiance. Donc, on l'a vu, mais on estime effectivement que des structures que Pilote Mathis sont extrêmement intéressantes parce qu'elles ont les réflexes et l'expérience pour accompagner les syndicats et ou les représentants du personnel dans cette réflexion et éviter d'arriver à toujours le même débat, si je caricature, une direction qui veut dépenser le moins et des salariés qui voudraient gagner le plus. Donc on va avoir quand même une technique d'accompagnement pour pouvoir être tiers de confiance et objectiver ses points. Et ensuite, donc c'est assez mécanique, à la fin, c'est déployer du coup bien évidemment toutes ces actions avec des indicateurs. Est-ce que 3% de report modal en covoiturage sur les 6 premiers mois, c'est un échec ou un succès? Ça dépendra des données de départ et dans les deux cas sont recevables pour le même chiffre. Et puis travailler sur la conduite de changement. Donc ça, c'est plutôt sur le long terme. J'ai tendance à toujours dire qu'il faut que ça soit massif, multicanal et dans la durée, puisque changer les habitudes ne se décrète pas, mais s'accompagne. Donc il y a un certain nombre de communications, de sensibilisation et valorisation qui sont nécessaires finalement à intégrer dans son quotidien. Ce qui est également, encore une fois, je constate, pas extrêmement bien fait. Donc on a des marges de progression et ça, c'est la bonne nouvelle assez importante. On va avoir fini, mais je voulais quand même présenter des exemples. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez aujourd'hui des grandes entreprises, Allianz, par exemple, qui est un assureur qui a beaucoup travaillé sur la préparation du déploiement des NAO et de la mobilité avec des actions concrètes comme le forfait mobilité durable. Allianz est un assureur, il a intégré tous les modes de transport qui étaient du coup prévus dans le décret. Dont le vélo, les modes actifs. Et vous pouvez bien imaginer qu'un assureur n'est pas un employeur tête brûlée, donc en termes d'accidentologie par exemple, ou de conséquences, ça a été quand même assez bien cadré et regardé chez eux. Donc voilà, c'est des témoignages et des cas assez intéressants. Decathlon, par exemple, pour 20 000 collaborateurs sur la France, malgré une période de chômage partiel et des difficultés économiques, ont également décidé de travailler sur le sujet au périmètre le plus large avec un montant de 300 € en l'occurrence. C'était le plafond maximum pour Allianz. EDF, 3M ou L'Oréal sont également des entreprises qu'on peut considérer suffisamment sérieuses et structurées pour tout simplement démontrer que ces actions ont un bénéfice partagé. Donc voilà, donc je ne voulais pas rentrer dans le détail, mais je voulais vous citer quand même des exemples, parce qu'ils sont peu nombreux aujourd'hui, donc c'est intéressant de les mettre en avant. Et puis, c'est intéressant de mettre en avant des structures qui ont pignon sur rue en termes de fonctionnement, de management, de présence sur le territoire, avec à la fois des géographies, des tailles de sites assez diverses et variées pour bien démontrer que finalement, personne ne peut s'affranchir de ces sujets, où tout le monde peut y arriver. Voilà. On va passer peut-être maintenant à la partie des questions-réponses. Alors, je ne sais pas, hop, on va rester là-dessus. Je ne sais pas, Suzy, tu nous guides, puisque moi je débute sur ces sujets de questions-réponses avec la PCC, mais alors, j'en ai repéré un certain nombre, Émilien aussi peut-être. Oui. Si Émilien peut prendre la parole, le mieux c'est qu'il te dise les questions à l'oral, comme ça c'est plus interactif. Oui, pas de souci. Donc merci Timothée et Émeric qui ont répondu déjà à de nombreuses questions. Première question sur la preuve d'utilisation du FMD. Est-ce qu'elle implique une géolocalisation des covoitureurs ou des cyclistes? Et du coup, qu'en est-il des RGPD? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'intérêt du forfait mobilité durable, c'est que le Code du travail autorise l'employeur à ne recueillir comme unique élément de preuve, enfin, s'il le souhaite, une attestation sur l'honneur. Donc, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus simple. Voilà, on ne va pas ni dans le traçage, ni dans la géolocalisation, ni dans le recueil de factures, etc. Donc, c'est clairement une facilité qui est offerte par l'employeur et en fait, ça lui permet, en cas de contrôle URSSAF, d'apporter la preuve que le salarié a utilisé ce mode de transport. Maintenant, si on veut aller plus loin, alors moi, je ne vois pas trop pourquoi. Alors, peut-être pour éviter les effets d'aubaine, évidemment, mais j'irai pas dans la géolocalisation. D'ailleurs, je crois qu'il y avait une autre question sur le covoiturage. Quel est l'intérêt du certificat de covoiturage sur le site? Il y a un site officiel qui sert à ça. Je vais être honnête, si on choisit l'attestation sur l'honneur, ça ne sert à rien. L'attestation sur l'honneur suffira. Maintenant, si un employeur veut aller plus loin, eh ben, il exigera ce certificat-là
Peut-être, Émeric, pour compléter, Ouais. il y a un intérêt quand même qui est pour certains employeurs assez craintif et ou dans le contrôle, mais il y a aussi surtout l'intérêt de la traçabilité informatique et ou de la capacité à automatiser un certain nombre de suivis. Donc il y a des applications, il y a des prestataires, il commence à avoir un marché qui se structure. Clairement, la géolocalisation fait très peur en France sur les sujets des données. Après, voilà, il y a un certain nombre d'opérateurs de covoiturage ou même des applications pour les cyclistes qui vont permettre de transmettre en un clic un certain nombre de preuves. Voilà, bon, c'est Oui, alors, controversé, mais elles existent et effectivement, elles ont effectivement, là, mais ouais, dans ce cas-là, l'objectif est un peu différent. C'est-à-dire que c'est pas uniquement de justifier auprès des URSSAF, c'est pour vérifier l'efficacité du service, on a recours à la géolocalisation. Clairement. Alors, bon, il faut quand même vérifier, est-ce que vraiment on a besoin de données personnelles? Déjà, il n'est pas du tout certain, hein, il faut peut-être passer par une anonymisation des données. Parce que voilà, dans ce cas-là, si on mesure l'efficacité du service, est-ce qu'on a un intérêt de savoir que c'est X ou Y qui a utilisé ce point-là? Donc ensuite, il faut faire une démarche RGPD, quoi, hein. Est-ce que j'ai besoin d'informations personnelles? J'en suis pas persuadé. Si vraiment j'en ai besoin, est-ce que l'intérêt est suffisamment légitime? Est-ce que j'ai pas d'autres moyens pour essayer de restreindre l'utilisation de ces données? Et puis il y a les questions d'information, évidemment, du salarié sur l'utilisation des données. Pour revenir sur le sujet de la registre de preuves, parce que ça a été cité 2-3 fois, donc la registre de preuves, c'est une start-up d'État qui a un intérêt, c'est de consolider tous les trajets réalisés sur tous les opérateurs qui sont partenaires de la registre de preuves, donc les plus gros opérateurs de covoiturage. Donc, vous pouvez aller sur opendata.gouv, je crois, enfin, vous avez toutes les données consolidées tous les mois, ce qui permet finalement à une autorité organisatrice de mobilité de récolter ces données pour éventuellement les intégrer dans des passes transport, donc ce qu'on peut appeler les passes multimodaux, qui vont justement proposer les transports en commun, les vélos en flotte partagée et le covoiturage, par exemple, sur le même pass, et d'aller démontrer cette preuve. Tout ça est anonymisé, effectivement, et le salarié peut aller sur ce site avec un fonctionnement déclaratif, hein, aller récupérer cette preuve pour aller le présenter à son employeur. Donc, c'est encore une version, ça fonctionne, hein, mais c'est encore une version test dans le principe parce qu'elle n'est pas encore déployée chez suffisamment d'AOM pour pouvoir avoir un retour sur l'usage, mais théoriquement, effectivement, c'est un bon outil parce qu'il consolide d'ailleurs tous les opérateurs et ça évite finalement de centrer sur une solution. Oui, j'ai vu une remarque, la crainte des employeurs, je la comprends, on cite notamment Airbus avec évidemment des enjeux importants. Voilà, il n'en reste pas moins qu'il y a un contrôleur URSSAF ne pourra pas aller contre la lettre du texte. Le texte dit attestation sur l'honneur. Voilà, c'est attestation sur l'honneur. Donc voilà, je comprends qu'on veuille aller plus loin, mais voilà, ce n'est pas une obligation, quoi. Et en cas de contrôle, elle doit suffire à éviter le redressement, en tout cas à apporter la preuve, encore une fois, parce que c'est le débat de l'utilisation conforme. Emilien, vas-y. Oui. Autre question, en ce qui concerne le FMD, prévoit-il le multimodal, donc vélo plus train par exemple? Oui. Oui. On peut mixer, c'est même peut-être recommandé d'ailleurs, je ne sais pas, Timothée. C'est fortement, effectivement, dans la philosophie du FMD, il y avait deux notions qui est effectivement la multimodalité, la favoriser, en tout cas, ne pas la pénaliser, ne pas la freiner. Et puis, effectivement, d'intégrer dans cette multimodalité autant que possible des nouveaux modes qui sont assez présents dans les agglomérations ou les centres urbains, comme les services partagés, par exemple. Les mobilités professionnelles sont-elles à inscrire dans les NAO? Oui, c'est une question intéressante parce que ça montre, c'est ce que j'ai tenté d'expliquer tout à l'heure, un peu l'ambivalence. C'est-à-dire que la NAO strictement pensée, c'est la mobilité du salarié entre sa résidence et son lieu de travail. Donc, si je veux restreindre le champ de la NAO, je ne prends que cet objet-là.
En revanche, le plan de mobilité, lui, il est beaucoup plus large. Il intègre, c'est la question, les mobilités professionnelles, donc toutes les mobilités de l'entreprise. Donc, si vous voulez, c'est vraiment, ça dépend de l'ambition qu'on a. C'est-à-dire que si vous souhaitez faire des NAO limités à cette question de la mobilité des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail, on peut le faire. Maintenant, on peut être plus ambitieux et voilà, et inclure les mobilités professionnelles, mais ce n'est pas une obligation. Et on peut s'attendre quand même à ce que les organisations syndicales en Oui. parlent. Et je pense que ouais, il faut se préparer. En tout cas, effectivement, si on décide de ne pas faire une négociation commune, mais de préparer son diagnostic chacun un peu de son côté, il faut s'attendre effectivement, parce que c'est revenu souvent, que la mobilité professionnelle soit questionnée par les représentants syndicaux. C'est clair. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on lance la démarche, finalement, élargir un peu le périmètre et analyser s'il y a des enjeux de trajet quotidien professionnel, ça serait dommage de louper l'exercice, puisque du coup, on ne va pas passer beaucoup plus de temps, mais pour collecter ces données et du coup les synthétiser et avoir des leviers. C'est là où on a le plus de leviers d'ailleurs sur les gains économiques pour l'employeur. Donc, je pense qu'un employeur a un intérêt économique direct à regarder ces données. Et surtout, elles sont clairement sous sa responsabilité. C'est-à-dire que autant un trajet quotidien, le salarié peut choisir son mode de transport, autant le trajet professionnel, il pourrait être théoriquement imposé, ou en tout cas cadré un peu plus par l'employeur. Donc, il y a un double intérêt pour moi à travailler sur ces sujets. Au-delà des gains, il y a aussi les sujets environnementaux, l'empreinte carbone, et on le voit aujourd'hui, il y a aussi bien des directions qui veulent travailler dans ce sens, qui est de réduire l'empreinte environnementale de leur activité, mais également des CSE, et on commence à avoir un certain nombre de missions et d'initiatives des CSE, enfin, Mathilde pourra en témoigner, mais finalement des CSE qui se structurent pour pouvoir challenger leur employeur sur les sujets de responsabilité, d'empreinte carbone, environnementale et de démarche. Donc ça répond à une des questions qu'on a eues, mais les plans de mobilité aujourd'hui et les accompagnements, nous on les a aussi bien de la direction, ça c'est historique et c'est, on va dire, assez largement pratiqué, mais on commence à avoir aussi des CSE qui financent ces accompagnements pour avoir des données qui permettent de contrebalancer un peu la position de la direction, objectiver et surtout s'approprier en fait cette thématique qui n'a pas de réponse, on va dire, clé en main et extrêmement simple dans le quotidien de tout le monde. Une autre question du coup sur les AOM qui ont aujourd'hui un rôle d'accompagnement des entreprises dans leur démarche de plan de mobilité. Comment va évoluer leur rôle avec le volet mobilité des NAO? C'est une bonne question. Alors, bon, moi ce que je constate, c'est qu'il y a un certain nombre d'AOM qui viennent à nous, qui sont un peu perdus, donc qui se posent des questions, et un peu plus que nous pour eux d'ailleurs, sur cette thématique. Donc j'ai envie de dire que les AOM ont été un peu écartés finalement, puisque historiquement, c'est eux qui devaient contrôler les plans de mobilité, les consolider et travailler sur justement ces données. Maintenant, c'est plutôt la directe, si je comprends bien, et ou un certain nombre d'autres, on va dire, structures. Par contre, il a été quand même laissé dans le texte de loi, historiquement, un volet de réunion annuelle. Alors, je n'ai pas le vocabulaire, peut-être qu'Émeric pourra m'aider, mais en tout cas, des moments clés où les AOM ainsi que les EPCI et où les employeurs du territoire sont censés échanger sur cette thématique de la mobilité pour justement se coordonner. Mais j'avoue que cette partie est un peu floue. Je n'ai pas de démarche opérationnelle ou de retour d'expérience, donc à suivre. Mais il y a plein d'opportunités pour les AOM à intégrer différemment ces sujets de mobilité. Donc, voilà. Oui, alors le plan de mobilité doit être transmis en principe à l'AOM de mémoire. En revanche, Oui. l'accord collectif, il est déposé comme un accord classique donc sur le site internet. Voilà, il y a un site dédié qui s'appelle Téléaccord de dépôt des accords collectifs. Mais c'est vrai que la collecte des données peut continuer, et c'est le cas en fait, et c'est régionalisé via les plans de protection de l'atmosphère. Donc on a aussi une petite subtilité, parce qu'il y a certains territoires qui ne le faisaient pas historiquement, qui étaient des territoires non assujettis à l'article 51 de la loi de transition énergétique lié au plan de déplacement urbain. Enfin, voilà, on ne va pas rentrer dans le détail maintenant, parce que c'est une loi qui n'existe plus, mais il y avait quand même cette difficulté. Je vois Suzy qui apparaît. Peut-être Émilie, indiscrètement, une dernière question. Oui. Est-ce que les administrations, donc les opérateurs de l'État, ils sont soumis au NAO et donc à la mobilité? Mathilde? Alors les NAO, alors moi je ne suis pas du tout un spécialiste de la fonction publique, mais les NAO, non, puisqu'il n'y a pas de...
négociation annuelle obligatoire dans la fonction publique, ou en tout cas le Code du travail, cette partie du Code ne s'applique pas. En revanche, le forfait mobilité, c'est d'ailleurs assez exceptionnel dans le Code du travail, peut s'appliquer effectivement aux fonctionnaires. Je crois qu'il y avait une question sur la fonction publique hospitalière, je crois que c'est la même chose, avec un décret spécifique applicable aux fonctionnaires. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Uniquement le FMD a été repris dans la fonction publique et effectivement, les NAO ne s'appliquent pas. Puisqu'effectivement, la fonction publique relève du droit public et pas du droit du travail. Voilà. Moi, je voudrais juste peut-être terminer par effectivement rappeler ou informer que la question environnementale prend place de plus en plus au sein du dialogue social. On a notamment la Convention citoyenne pour le climat qui a fait des recommandations qui potentiellement seront reprises. On le verra par le projet de loi climat de cette fin d'année, où la CCC effectivement a insisté sur le fait que les représentants du personnel devaient s'emparer de ces sujets et plus précisément être consultés chaque année comme notamment le CSE, soit consulté chaque année comme il l'est sur la politique économique, financière et sociale aujourd'hui, sur les questions de stratégie environnementale de l'entreprise. Donc il faut quand même s'attendre effectivement, même si on ne veut pas l'anticiper à s'organiser et à communiquer avec les représentants salariés qui, a priori, seront investis de nouvelles prérogatives sur cette question. En tout cas, les confédérations commencent à se mobiliser et à se former sur ces enjeux pour pouvoir accompagner leurs adhérents. Ouais, j'avais juste, je ne sais pas si on a encore le temps, mais effectivement, le forfait mobilité durable dans la fonction publique n'a pas du tout les mêmes conditions. Hein. Donc, en termes de montant, il est plus faible à 200 €. Les dépenses qui peuvent être prises en charge sont limitées de mémoire au cycle et au covoiturage. Donc, les slides que j'ai commentés s'appliquent aux employeurs de droit privé. Il ne faut pas faut pas se méprendre. Et puis, il y a une question, alors je ne sais pas si on a le temps ou pas, mais j'avais vu des questions sur la question du cumul, parce que c'est une question un peu lancinante sur le forfait mobilité durable, la question du cumul entre le forfait mobilité durable et les frais de transport public. Elle est lancinante, pourquoi ? Parce que le texte du Code général des impôts est en fait pas très clair, puisqu'il prévoit il autorise le cumul, hein, mais il considère que l'avantage qui résulte de ces deux prises en charge, donc les frais de transport en commun, les frais de transport personnel, ne peut dépasser, je vais le citer, hein, le montant maximum entre 400 € par an et le montant de 50% des frais de transport public. Alors en fait, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, on ne peut dépasser le montant maximum. Normalement, ne peut dépasser le montant le plus élevé de l'un ou l'autre des montants. Donc on n'a pas aujourd'hui de circulaire URSSAF qui indique clairement comment interpréter ce texte. Il y a une circulaire fiscale, mais qui ne donne pas trop d'indications. Moi, par prudence, je ne considère pas que, par exemple, en Île-de-France, un salarié a un crédit égal à la moitié du forfait Navigo annuel, par exemple. Hein, il faut parler de dépenses réellement engagées. Donc, on va regarder à la fin de l'année, hein, soit vous avez cumulé un forfait mobilité durable et des frais de prise en charge des frais de transport en commun. Si vous avez dépassé 400 €, eh bien, on va regarder si, par exemple, la prise en charge, si je prends en Île-de-France, les frais de transport en commun, 50%, c'est plus élevé. Eh bien, en Île-de-France, j'ai plus en tête, mais je crois que c'est 497, quelque chose comme ça. On est à peu près à 500 €. Je vais exonérer uniquement les frais de transport en commun. Et dans mon exemple, le forfait mobilité durable, lui, va être soumis à cotisation de sécurité sociale. Donc, voilà,
encore une fois, il y a plusieurs interprétations possibles de ce texte, mais je suis assez prudent. On n'a pas un crédit qui permettrait potentiellement d'exonérer 497 € au titre du forfait mobilité durable. Voilà. Peut-être que les URSSAF nous diront quelque chose de plus favorable dans quelques temps. Ça, voilà. Je suis prudent en attendant. Suzy, je vais te laisser la main, mais je voulais faire une dernière remarque. C'est-à-dire qu'on est dans un pays quand même où le coût de la main-d'œuvre est extrêmement, on va dire, prégnant dans les comptes, on va dire, de résultats d'un employeur. On cristallise beaucoup là sur les sujets du FMD à 400, 500 € par an. Enfin, oui. On voit bien que la valeur des entreprises françaises, c'est clairement l'humain. L'humain est au centre finalement du fonctionnement de ces structures et quand on regarde en tout cas les enjeux, les comptes de résultats d'une entreprise, on voit bien que ces sujets sont assez anecdotiques. Donc ça cristallise beaucoup de choses parce que c'est des changements d'habitude, des changements de comportement. C'est pour ça qu'il faut les objectiver, mais de manière très transparente quand même, il faut remettre dans le contexte qu'un certain nombre d'employeurs pourraient déployer ce forfait pour tout le monde et ne pas avoir finalement de grandes conséquences quand même sur le résultat de fin d'année. Voilà.